pour le fait que toutes les identités se valent ici et ailleurs. Donc, pour moi, je considère qu'il est l'un des porte-paroles qui se soucie de l'image du Maroc, du Marocain, que ce soit ici ou ailleurs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage très intéressant, hein, parce que sont rares les écrits qui mettent en relation la pensée maghrébine, plus particulièrement la pensée marocaine, en confrontation avec l'Amérique latine. Alors, ouvrage, ensemble de récits de voyage, certes, mais qui présentent l'intérêt de faire cette connexion, ce lien, une interrogation à propos du regard du Marocain, du Maghrébin, à propos de l'Amérique latine. Alors, l'Amérique latine, sous une perspective maghrébine, est un ensemble de textes, de récits de voyage, où sont racontés les voyages du Marocain Abdelrahmane Bekkar en Amérique latine. Alors, notre objectif aujourd'hui est de considérer les prédispositions du récit à transmettre des formes de savoir qui admettent la dimension personnelle de vie et des connaissances liées au voyage. Notre propos, donc, est d'indiquer les révélations du subjectif sans lesquelles ces récits perdent une part, ou bien une partie de leur authenticité. S'agit-il d'une action d'influence réciproque où le biographe s'aligne au constat immédiat propre à la reproduction du voyage, ou, au contraire, existe-t-il une action qui dénonce le parallèle, faisant du récit de vie un substrat élémentaire, un déclencheur supra-réflexif de ce qui est le produit du voyage. Alors cette ultime hypothèse revient à installer le contenu biographique dans un rapport de causalité subtile, où le récit des voyages sera inexorablement rattaché à la dimension ontologique. Pour explorer les potentialités de cette alternative, il faut considérer la narration factuelle à partir d'une bivalence qui décide non pas du tout de ce qui est exclusivement vrai ou faux, comme il est d'ailleurs question dans le raisonnement chez les anciens, comme Aristote et Épicure, mais d'une bivalence nuancée qui souffre lorsqu'on implique dans le choix catégorique nourri des exclusivités. La réticence renvoie les récits de voyage vers des cycles d'interprétation où il est question d'un sens qui se renouvelle par la référence à l'instant présent et passé. Ce qui est suggéré à propos de la dimension temporelle convient aux indices de l'espace, selon lesquels ces mêmes récits seraient le produit d'un ailleurs, chose qui paraît tout à fait normale, mais également d'un ici où se superposent les considérations géographiques de l'espace et les imaginaires qui lui sont attachés. Suivant cette perspective où l'échange est ciblé en valeur, la contagion, dans son acception positive, est à l'origine d'une interaction qui n'est pas inscrite dans le débat, mais mutée et altérité. La contagion révèle une interaction extraordinaire avec le milieu et ses occupants, une vision où les seuils n'existent pas, même pas pour être remis en question. Alors, nous avons réparti cette communication en deux parties, essentiellement. Alors, la première partie porte le titre de la contagion par l'imagination, et là, on va voir à quel degré les imaginations entrent en interaction avec le factuel, c'est-à-dire les éléments de la réalité. Alors, dans l'Amérique latine, sous une perspective maghrébine, voyager suppose en premier lieu la présence d'un manque qu'il faudra surmonter ou pour le moins réduire. La quête autour des univers inconnus, qui composent l'objet du manque, permet de surmonter la lacune de la représentation et de doter de contenus divers le référent absent. Le réel est donc contaminé par l'imagination pour subvenir aux besoins de la quête et préserver du même coup l'intégrité d'une réalité éloignée. Ceci se voit dès l'entrée en matière, dans l'introduction par le retour vers l'école coranique, lorsque le voyageur, encore enfant, fréquentait l'établissement en compagnie de ses congénères. Un début qui étonne, parce qu'il lui présente un contenu en décalage avec la promesse du titre, qui inscrit le livre dans la catégorie de récit de voyage. Mais justement, la richesse de la vision fait que la narration captive par la générosité des traitements qu'elle attribue aux actes
responsable de penser l'inconnu. La mémoire établie des sauts dans le passé invite à partager des moments de grande sincérité, notamment grâce à des scènes comme celle où le maître repêche les petits de leur somnolence pour les introduire dans l'univers fabuleux de ces récits. Ce sont des histoires de la genèse du monde qui expliquent le monde et ses phénomènes naturels. Le récit accompagné de démonstrations est raconté pour être vrai. Nous ne pouvons résister à l'envie de citer le passage où la fantasmagorie compose avec réalité. Le maître posa l'index de sa main droite, posa sur l'index de sa main droite une planche coranique. Tout en la maintenant en équilibre, il passa la paume de la main gauche sur sa surface en récitant, d'une voix à peine audible, quelques incantations dont personne ne saisissait le sens, avant de nous expliquer que la Terre était à l'image de cette même planche et qu'elle reposait sur les cornes d'un taureau cosmique dont il ne fallait même pas oser imaginer la taille. Ce qui s'était passé la semaine dernière, après la première prière, très tôt le matin, avant même le premier chant de coq, quand la terre frissonna, ne pouvait s'expliquer qu'en tenant compte du fait que le taureau portait son fardeau sur une corne pendant des centaines, voire des milliers d'années, et qu'une fois fatigué, il le passait sur l'autre corne. Ce fut à ce moment précis, passage d'une corne à l'autre, pour l'illustrer, le maître reposa la planche sur le pouce, que la terre se pencha d'un côté avant de retrouver son équilibre. La fin de citation de l'Amérique latine. D'emblée, le fait de raconter revient à se raconter. La décision n'est pas gratuite ni saugrenue. Elle est motivée du souci de la préservation d'une part de soi, ou bien de la préservation d'une part de soi à tout acte de représentation et puis d'écriture. Le soi n'est ni hégémonique ni égoïste. Le soi est symptomatique selon l'idée de Zizek. Il est le signe qui révèle et qui montre les explications à propos de l'intérêt sur le monde représenté dans une première étape, par l'imagination. La référence biographique décide que partir rime avec le rêve de l'ailleurs, dans des dimensions cosmiques et médiévales. Elle prépare à l'ambiance qui fournira les justifications nécessaires pour accepter le choix de l'Amérique latine, pour admettre la concentration sur la langue espagnole, les révoltes sandinistes, les mouvements de guérilla et les analyses de la finance fluctuante des pays de la région, entre autres. Parce que l'objectif est moins de manipuler les images de l'ailleurs et de les instrumentaliser pour les intégrer, ou au contraire pour les expulser par la tâche qui incombe au dominateur. Il s'agit de composer avec l'ailleurs en l'impliquant urgemment dans une station élémentaire de la vie personnelle, à savoir l'enfance et ses grandes imaginations. L'école moderne a pris le relais, explique le voyageur, pour marquer davantage les petits écoliers de formules qui structurent cette imagination. Les images de l'Espagne, cette fois, glissent de l'histoire, la vraie, la réelle, pour s'installer confortablement dans les abstractions de l'Andalousie du XVe siècle. Les esprits enchantés adhèrent facilement aux représentations mentales de la cité arabe, peuplée de palmiers et de pigeons voyageurs, qui délivrent des missives à la princesse aux yeux bleus. Le récit des voyages est habité par une imagination, dans le sens d'un ensemble d'images, qui engage dans la relecture du réel. L'objectif est de combler l'absence de la référence directe et subvenir aux lacunes du vide. Il est une faculté créatrice, certes, à l'origine de ce choix. Son substrat est un récit réel, vécu pour de bon, peu importe ses contenus, tout compte les gageurs de réalité qu'il présente. La topique du représenté, réel, imaginé, là, je sépare les deux par un trait d'union, prend effet de filtre où ce qui est issu de la forme primitive de pensée de l'univers, une forme primaire, redondante, schématique, etc., en référence au monde de l'enfance, et ce qui sera confronté de l'ailleurs sont rapprochés. Il n'y a plus de distance entre ces deux mondes qui d'habitude sont condamnés en parallèle. Peut-on parler à ce titre d'imago, cette forme transcendantale, concentration inconsciente à la fois de l'image réelle et de l'imagination? La donnée biographique survient à un doute, peut-être même à une peur. La peur de l'abstraction, nourrie de rejet et de dissolution.
Sans prétendre à une analyse psychologique de fond, l'on pourra dire que l'imago est la quintessence du passage d'une imagination reproductive, fidèle au réel, et une imagination créatrice, dont l'ambition est d'inventer son propre référent et d'installer ses codes spécifiques de représentation. Le détour de perspective, il n'y a pas de doute, prend en cible les scénarios qui transforment l'idée en la prétendant d'embellissement, comme dans le cas des sensibilités, à la quête des satisfactions exotiques et orientalisantes propres à la tradition viatique. L'absolu de l'Amérique latine sous une perspective maghrébine est un composé d'extensions d'objets. Ce sont ces rallongements qui, à partir de chaînes signifiantes, là on met la formule entre deux guillemets parce qu'elle est empruntée à la Svernia. Alors, à partir de chaînes signifiantes multiples, ils font que le savoir à propos de l'autre soit polysémique. La pluralité des sens ramène l'extrinsèque, ce qui transparaît du modèle fixé dans l'apparence extérieure, vers l'intrinsèque. Et c'est de cette manière-là que des concepts comme indigène, et là on retient, on garde des mots relevés sur les récits de voyage, indigène, injustice ou inutile, sont développés en matrice pour instaurer un rapport d'inclusion avec soi et l'autre. La symbiose est décidée du moment où le voyageur confie, et là je cite Descartes, c'est ce regard du Marocain de la zone inutile qui fait que je m'intéresse la plupart du temps à des gens et à des lieux qui me rappellent mes origines. Fin de citation. Alors la deuxième partie de notre communication s'intitule « La contagion des mémoires ». Les récits de l'Amérique latine sont circonscrits géographiquement dans une demi-douzaine de pays. Il est question du Mexique, de l'Argentine, de Cuba, du Guatemala, du Brésil, du Nicaragua et du Paraguay. Les représentations spatiales sont impliquées dans une histoire qui présente une unité diégétique propre au moment présent. Grâce à une fonction imaginative spécifique, ces représentations sont associées par la suite à une mémoire géographique atavique. Le moment présent subit une extirpation à son immédiateté pour se confondre dans une mémoire lointaine due à la survivance d'un ailleurs qui s'insinue dans l'enfance. C'est autant dire l'importance de l'espace psychologique dans la conception et puis la formulation du savoir à propos de l'Amérique latine. Pour expliquer ce propos, nous retenons l'exemple du récit chronique uruguayenne. Alors c'est un récit qui s'étale de la page 31 à la page 39 des récits. La fascination est le produit de l'impérialisme de la forme brute, celle relative à l'aspect qui perdure de la contemplation directe. Il se trouve au bout d'une chaîne de développement, de prolongement et de méditation. Parler du Rio de la Plata, le fleuve qui sépare Uruguay et Argentine, revient d'abord à donner une idée sur ses dimensions imposantes. Et là, le voyageur rappelle que le fleuve est le confluent de deux des plus grands fleuves d'Amérique du Sud, le Paraná et l'Uruguay, et qu'il peut atteindre jusqu'à 220 km de largeur. Fin de citation. Puis, à le soumettre à une mémoire qui acquiert de la logique du double. Le fond matériel du cours d'eau est impliqué dans un processus de fixation des connaissances par le souvenir spatial. L'objet de ce souvenir est le fleuve de l'enfance, considéré comme la réplique du Maroc. Il s'agit du Tanasi ou Erbaïn, lui il appelle ça comme Erbaïn, mais il s'agit en fait du fleuve Rabien, à propos duquel le voyageur parle en ces termes. Je suis un enfant de l'eau, je suis né au bord d'une rivière et elle m'habite pour toujours avec ses joncs, algues, lauriers roses, moineaux, carpes, champs de lavandière. Plus qu'un cours d'eau, elle est un mythe, un essaim de légende accompagne sa marche perpétuelle. Fin de citation. Alors, le monde du voyage est considéré non pas à partir d'un rejet de mémoire au pluriel, mais à la suite de la fusion des mémoires. Nous parlerons d'une contagion par le souvenir des lieux qui provoque ce que Clancy appelle le traumatisme du trop-plein. Cette idée paradoxale explique que l'équilibre du moi dépend de la gestion du symptôme de la mémoire saturée. Si la réminiscence immédiate capture l'instant présent pour en faire un moment capital du voyage, elle a besoin de fixation. Et c'est justement, ce sont les développements à l'intérieur de l'histoire personnelle du voyage qui dotent le récit d'Amar
et conscience en intégrité. Et là, ce sont les circonscriptions géographiques qui sont déconstruites en faveur d'une continuité assurée par l'ensemble de ces mémoires dont nous avons parlé. Il y a bien lieu de parler de faits de mémoire à propos des récits de l'Amérique latine sous une perspective maghrébine. Les souvenirs pénètrent les surfaces de l'instant du voyage bien sûr, pour composer les schémas d'un savoir fondamental. Le représenté soumis ainsi aux révélations du subjectif, dont les bribes survivent à l'action abrasive du temps. Le passé dès lors considéré non pas seulement comme source de nostalgie, qui court le risque de la déperdition, mais également comme un effet qui structure et organise le savoir. La mémoire épisodique est relayée par une mémoire épistémique, dont le rôle est d'attribuer une organisation à l'univers des voyages en Amérique latine. Les scènes retenues de l'enfance et de la jeunesse présentent un contenu consistant, tenace et persistant. La mémoire épistémique fonctionne suite à l'interaction du passé et ses mémoires, comme par exemple lorsqu'il est lieu d'expliquer la présence dans ces bleds perdus, là je cite le voyageur, dans ces bleds perdus dont la majorité des Mexicains n'a jamais entendu parler. Le constat est formulé par un ami mexicain rencontré par hasard au siège de l'ONU où il travaille comme interprète. En posant la question à propos des motifs de cette présence, le voyageur répond de manière inattendue que c'est à cause de la canicule. Une telle réponse agit en intermède pour une suite de récits circonstanciés. La mémoire des lieux est enclenchée par des histoires qui se succèdent les unes aux autres et qui aboutissent à quelques paragraphes plus en avant à un événement comme l'achat du livre Chila Balam de Shumaïl, traduit en français par le Clésio. À l'intérieur de cette mémoire essentiellement chronologique, la visibilité de l'ailleurs ne dépend plus d'une vision fragmentaire, c'est-à-dire en rapport avec plusieurs causes inhérentes au voyage lui-même, des causes immanentes pour emprunter le langage de la philosophie, qui seraient juxtaposées. L'ailleurs est impliqué dans des perspectives personnelles qui le confrontent à une nécessité subjective. L'ici et l'ailleurs forment dès lors un agrégat, c'est-à-dire un ensemble d'éléments fixes présentant une certaine cohérence. Et là, le lecteur peut apprendre, par le biais d'une série de décisions et d'événements inscrits au passé, les motifs personnels du voyage. Les mémoires du moment présent, comme celles du passé, sont ainsi soumises à un traitement personnel qui les organise et les hiérarchise selon les états d'esprit qui les engendrent. Le rapport à la connaissance est dès lors une affaire de structure dont le principe modulateur est les réactions immédiates. Alors en conclusion, l'objectif de la présente communication, rappelons-le, est de considérer les contagions du récit de vie et du récit de voyage dans l'Amérique latine sous une perspective maghrébine du Marocain Abdelrahman Dekar. Suite à cette interaction, le regard a abouti à un état symbiotique où les imaginations et le réel se fécondent mutuellement en faveur d'un savoir polysémique à propos de soi, de l'autre et de l'ailleurs. La contagion prend les allures d'une mémoire tout d'abord épisodique. Cette mémoire est modulée par le souvenir, les sensations de l'instant, aussi bien par les structures qui s'occupent de hiérarchiser le savoir à propos de l'Amérique latine. Sur ce, prend fin notre communication. Merci à mes amis Samira et Mohamed pour cette réflexion qui, au fond, s'inscrit dans la continuité de la problématique qui a été développée il y a un instant par mademoiselle Fatihi Zine et qui tord le cou au mythe de la pureté. Alors, à travers un récit de voyage, finalement, Samira et Mohamed réhabilitent la notion de regard. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, au-delà du récit de voyage, la vocation de la littérature, de manière générale, c'est finalement non pas tant de reproduire le réel tel quel, mais de le transfigurer par une imagination, je cite Samira et Mohamed, créatrice qui invente ses propres référents. Fin de citation. Et c'est tout naturellement que nous arrivons au terme de cette première séance. Je remercie les intervenantes et intervenants pour la qualité de leurs exposés et pour cette scrupuleusement, je dirais, pour avoir scrupuleusement respecté le temps imparti aux communications. Et évidemment, nous arrivons au débat. Donc voilà, la parole est à l'assistance. Je vous demande de... On va peut-être commencer par ouvrir une liste
et je donnerai la parole à celles et à ceux qui désireraient la prendre. Voilà. Non, oui. Oui. Pas tous à la fois. Pardon? Je voudrais te poser une question. Poser à mes collègues. Ils sont là. D'accord, bien sûr, c'est là. Bien sûr. C'est Audran Olanier. Pardon? Audran Olanier. Audran. D'accord. On va peut-être commencer par cette première liste. Alors, Audran, s'il te plaît, merci. Tout d'abord, je voudrais vous remercier sur votre démarrage. Je voudrais poser une question à monsieur Abdelrahman Qaderi. Selon le livre intitulé Can the Subaltern Speak de Beatrice Spivak, cet auteur, tout en s'appuyant sur les théories de Michel Foucault ainsi que Gilles Deleuze, essaie de montrer que les subalternes ne peuvent pas parler, n'ont pas cette puissance de s'exprimer. Toujours est-il que celui qui essaie de représenter le colonisé, c'est toujours le colonisateur, comme l'explique clairement Albert Memmi dans son livre intitulé Statut du colonisé précédé, Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur. Donc le colonisé ne peut pas avoir cette capacité de s'exprimer puisque c'est le colonisateur qui détient le pouvoir et c'est lui qui exerce sa tutelle sur le canal officiel. Donc ma question donc est la suivante. Est-ce que quand on fait une réécriture de l'histoire, comme le cas de Mardochée, quand on fait une réécriture de l'histoire, on n'est pas devant un autre discours fabriqué, lequel émerge aux dépens de celui colonial. Merci. Merci. C'est Qaderi. Merci pour ta question judicieuse. Donc d'abord, Spivak, il a parlé des femmes. Parce que donc, les femmes, donc, parce qu'ils n'ont pas le canal pour parler. Voilà, donc, dans la réécriture, est-ce que ce n'est pas un autre discours? J'ai pas bien entendu la suite de votre question. Oui, un autre discours, Oui. c'est-à-dire un discours fabriqué, Oui. appuyé sur le discours officiel ou bien colonial, Ah, c'est-à-dire un autre discours fabriqué. ah d'accord. J'ai compris. Donc, si on prend, il y a une certaine mouvance des écrivains maghrébins contemporains. Donc, on a, par exemple, Wael Arouid dans la Vienne d'Alvérial, on a Mustafa Kibami dans sa trilogie. On a aussi, même Yasmina Khadra, on a quelques romans où il parle de l'histoire. Donc, c'est. On a des écrivains qu'on attaque qui suivent le regard toujours du colonisateur. Mais donc, déjà, parler de l'histoire de la colonisation, c'est déjà. On se pose la question. Voilà. Est-ce qu'elle est bien écrite? Est-ce qu'on ne doit pas revoir cette version officielle de l'historiographie officielle? Donc, c'est. Pour Kibel Amil, on a truqué l'histoire du Maghreb. On a eu plusieurs événements, plusieurs aspects importants. Voilà, c'est ça le rôle de l'écrivain, c'est de réhabiliter donc, ces omissions volontaires ou involontaires de l'histoire. Donc c'est un autre discours qui pose déjà le questionnement
poser la question sur l'histoire, c'est déjà en quelque sorte refaire l'histoire. Voilà, merci. Merci. Hicham. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour cette belle rencontre voyageuse. Ma question est adressée aux trois communicants, à Mme Tawil, à M. Kadiri et à Mme El-Fatih. Donc, à travers le regard croisé dans les textes et chapitres étudiés, donc, quels sont les stéréotypes et préjugés redondants, flagrants et similaires véhiculés par les deux mécanismes culturels de défense, soit de la part de l'esprit colonialiste xénophobe, soit par l'identité prise dans l'étau, bien sûr, du subalterne révolté. Merci. Alors, je me permets de rebondir sur votre question, qui me paraît d'ailleurs très judicieuse, parce que, comme vous l'avez constaté, les trois communications présentent, que ce soit directement ou en filigrane, le problème de la stéréotypie. À quel point l'auteur de fiction ou l'auteur de réalité arrive à se détacher justement de cette stéréotypée. Alors, en ce qui concerne notre travail sur les récits de voyage de Abdelrahman Becar, c'est justement ce qui fait la spécificité et l'originalité de ces récits, c'est justement de se mettre du côté non pas du dominant, mais du côté du dominé. On a là un sentiment de partage avec l'autre, au lieu d'installer le regard dans un débat de qui est supérieur à qui exerce le pouvoir sur qui. Nous avons une vision totalement différente qui transcende ce dilemme-là, cette dynamique, si on peut dire, d'hostilité. Alors, dans les écrits de manière générale d'Abdelrahman Becar, parce que c'est quelqu'un qui a écrit d'autres livres où il s'agit d'altérité de l'autre, le regard de l'autre sur soi, etc. Donc il y a toujours cette volonté, il est très volontaire, et il va vers l'autre pour en faire une part de soi justement. C'est quelqu'un qui est situé dans une position non pas d'ennemi, entre guillemets, un ennemi à conquérir, à vaincre, mais justement quelqu'un qu'on admet chez soi pour faire une troisième entité réconciliatrice. Voilà, donc j'espère que j'ai apporté un élément de réponse à votre question. Merci. Voilà. Voilà. Et tu peux enchaîner avec la question que tu avais envie de poser voilà. aux intervenants. Oui, voilà, donc c'est pas exactement une question, mais une réflexion à propos du travail, de la communication de M. Kadiri. Parce que personnellement, c'est une communication dont le titre m'a accroché, parce que je me disais, ah bon, voilà, donc comment on aurait pu faire le parallèle entre deux écrits qui appartiennent à deux genres différents, totalement différents, parce qu'il s'agit d'en reconnaissance au Maroc d'un travail en fait scientifique, de géographe, et le mettre en parallèle avec un autre travail fictionnel, parce que la version de Mardoché est un récit qui se présente en tant que roman, si je me souviens bien, parce qu'il y a la mention roman sur la première couverture du livre. Alors, je me disais, comment vous pouvez faire pour réconcilier ces deux visions? Est-ce qu'il n'y aurait pas une richesse dans ce regard croisé de plusieurs manières? D'abord parce qu'il y a le thème du double en ce qui concerne le déguisement, le déguisement de Charles de Foucault pour parcourir le Maroc. Donc déjà nous avons le double qui est installé d'emblée par l'identité usurpée, chrétien, juif, etc.
mais également la notion du double à propos de personnage principal et personnage subalterne. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un Foucault qui est là pour explorer le Maroc tout seul, bien, y avait-il des acolytes, c'est-à-dire des personnes qui l'ont aidé, notamment avec le personnage de Martoché. Il était présent de reconnaissance au Maroc, mais de manière vraiment estompée. Donc, on ne lui a pas vraiment consacré c'est-à-dire une narration proprement à celui qui accompagne Charles de Foucault. Et en troisième lieu, comment dans le texte de Kabirani, cette fictionnalisation de la réalité. Martoché, la dimension intime, personnelle, Martoché parmi ses enfants, dans sa famille, qui confronte la maladie, qui confronte le besoin, etc. Donc voilà, donc pour récapituler un tout petit peu, quelle est la richesse qu'on peut conclure à partir de la présence dominante du double dans les deux versions de la même histoire, à savoir Reconnaissance au Maroc de Michel Foucault, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, de Charles de Foucault, et puis la version fictionnelle de Martoché de Kabirani. Voilà, et merci. Merci. Donc, d'abord, la première question sur les stéréotypes. Donc, la rencontre avec l'autre, c'est toujours on a des représentations. Donc, les représentations, ce n'est pas la réalité telle qu'elle est, mais c'est la réalité perçue, ce que le voyageur voit et perçoit. Toujours, donc, on n'aura jamais une vision complète. Toujours, on a une sorte de marginalisation. Voilà. Et ça, donc, ça crée parfois le conflit. Voilà. Ou donc c'est ça que le voyageur doit opérer dans pour chercher donc cette consensus pour établir le dialogue en quelque sorte, ou prendre des précautions comme elle a fait dans Charles de Foucault, donc le déguisement, apprendre les langues, donc la langue arabe, voilà, et avec lui donc on a quelqu'un qui maîtrise aussi les langues mardochées, donc les langues locales au Maroc. Voilà. Comme à la deuxième question qui est très intéressante. Voilà, donc on a on va dire un livre scientifique et on a un livre donc, de fiction, Martoché. Déjà donc le roman il est on va dire inspiré, donc on a le même voyage, le même itinéraire. Ce qui change c'est ce que Charles de Foucault n'a pas dit, on va dire. Et vous dire que son récit, donc le premier récit de Charles de Foucault, c'était une imposture. Et déjà, si on voit même les intitulés des parties, on a première partie les masques, porter les masques. On a cette récurrence de mots imposture, imposteur, voilà. Et deuxième partie c'est imposture. C'est ça le voyage. Donc c'était une imposture. Mardoché va essayer donc de dire les non-dits voilà, de cette histoire. Bien sûr, la fictionnalisation donne donc au romancier donc une sorte de liberté voilà, de nous parler du Maroc, du Marocain, donc à cette époque-là. Donc la fictionnalisation de l'histoire, on va dire, permet de dire l'histoire, voilà, donc sans être évalué, on peut dire. Voilà. Par rapport à votre question, alors justement ce qui fait la particularité d'Ahmed Dij, c'est qu'il opère une déconstruction des stéréotypes, autant les stéréotypes ordinaires que littéraires, vu qu'il inverse ou alors il efface les rapports de force entre dominé et dominant, de sorte qu'il n'y a plus de dominé ou de dominant. Il s'attaque aussi au stéréotype du racisme qui vient de soi mais pas de l'autre, parce que justement
les stéréotypes littéraires centre-périphérie font qu'il est un terrain vide à toute idéologie, à tout discours. Il est partisan de l'idée de Rome fait comme chez les Romains, et du coup il croit plus en la dimension humaine, en l'âme humaine, qu'en les différences religieuses, linguistiques. Et voilà, c'est tout. Donc il opère justement une déconstruction des stéréotypes, tant littéraires qu'ordinaires. Merci beaucoup. Micro au droit. Merci. C'était une question pour Zineb. Tu viens de commencer à répondre, mais je ne sais pas s'il y a besoin du micro. Déjà, merci pour la découverte de cet auteur que je ne connaissais pas et qui rejoint certaines préoccupations que j'ai au niveau plus philosophique ou sociologique, en ce qu'elle retranscrit aussi une expérience presque ethnographique de sa part. Vous pouvez parler dans le livre, ouais. s'il vous plaît. Bon, donc tu as montré que l'étranger, à travers l'œuvre de Disch, que l'étranger met en place des stratégies, des manœuvres pour s'intégrer. Et donc il y a un mouvement de l'étranger vers le local. Donc il y a la compréhension de la part de Disch qu'il n'y a pas une pureté de départ et qu'il n'y a pas de pureté originale, qu'il faut s'adapter. Mais est-ce que en retour il y a un mouvement du local vers l'étranger et à travers l'exemple de la maîtresse notamment, est-ce que la maîtresse finit par aussi s'adapter ou est-ce qu'elle reste finalement dans son idée de départ? Donc est-ce qu'il y a pas finalement un transfert de la pureté vers la figure locale